prendre l'espace, les micros, et puis convier tes panélistes tranquillement, ils sont tous dans la salle. Et puis moi, je vais m'éclipser, aller faire une sieste. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Je suis Seynabou Diassal. Comme il a dit, je dirige le cabinet Global Mind Consulting, qui est un cabinet de conseil en stratégie et relations publiques, et qui a le plaisir d'intervenir depuis 15 ans déjà sur l'ensemble du continent. Alors, je suis ravie d'ouvrir cette première session, qui est finalement une session d'échange qui se veut très, très concrète, on va le voir, avec les invités que nous avons. À l'occasion de cette édition qui, vous allez le constater, toutes et tous, marque un tournant, celui du passage à une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase, c'est celle de l'action. Après 10 ans d'engagement, de plaidoyer, de rencontres entre acteurs publics et privés, l'heure est venue de passer à l'action structurée pour une mise en œuvre concrète. Et c'est ce que nous allons essayer de faire et de voir avec nos intervenants que j'ai le plaisir d'appeler. Je vais leur demander de me rejoindre. Je commence avec Monsieur Félix Amenouvé, qui est sous vos applaudissements, s'il vous reste encore de l'énergie. Monsieur Félix Amenouvé, qui est le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières de la BRVM. Je vous en prie, installez-vous. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que Monsieur Félix Amenouvé est le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est un expert reconnu en Afrique de l'Ouest. Il a piloté d'importantes réformes pour dynamiser les marchés financiers de l'UEMOA, et donc on va être heureux de pouvoir bénéficier aussi de votre expérience. Je demande également à Monsieur Régis Fassia, qui est le premier vice-président, sous vos applaudissements. On va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour faire sortir toutes les actions dont on a besoin pour aller plus loin sur cet agenda des PME africaines. Régis Fassia, merci d'être avec nous ce matin. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Je rappelle que vous êtes engagé dans la défense des intérêts des entreprises et l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Je ne saurais terminer sans inviter notre frère et ami, Monsieur Paolo Gomez, qui est le président, sous vos applaudissements toujours, de Orongo Investment Corporation, qui a aussi beaucoup sillonné les différentes institutions dont on a aussi entendu parler ce matin. Plus de 30 ans d'expérience en conseil stratégique et investissement en Afrique, ancien directeur exécutif de la Banque mondiale et cofondateur de plusieurs initiatives financières panafricaines. Merci d'être avec nous, Paolo. Alors, une question d'ouverture, pour aller tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont, selon vous, les freins majeurs qui empêchent aujourd'hui les PME africaines de jouer pleinement leur rôle de moteur économique? On l'a entendu dans les interventions, les allocutions, on dit les PME sont au centre, sont au cœur du développement de nos pays. Qu'est-ce qu'il nous faut, d'après vous, pour aller plus loin et plus vite? Question qui vous est adressée à tous les trois, et puis après je viendrai vous titiller de manière personnelle. Allez-y. Merci Seynabou. Je pense que tout à l'heure, le ministre Biotchané a bien cartographié un peu ce qu'on dit depuis 20 ans, 10 ans avec le forum. Donc je pense qu'en termes de cartographie de ce qui doit être fait, je pense que les choses sont claires. Maintenant, il y a certainement de la place pour l'innovation. Donc ça revient à ce que Félix disait. Comment est-ce qu'on innove par rapport à notre contexte ? Et puis, comment on met en œuvre? Parce qu'un des grands problèmes que nous avons aussi, après avoir cartographié les choses, que ce soit au niveau régional ou au niveau de nos pays, c'est la mise en œuvre. Tu vois, si on reprend un peu ce qu'on voit, la différence dans différents pays, hein, comme ce qui se passe au Bénin depuis quelques années, je pense qu'en termes de cartographier les défis de politique publique, la grande différence a été maintenant l'exécution et on voit les résultats. Donc pour les PME, je pense qu'on doit se concentrer sur la mise en œuvre, vraiment se concentrer sur la mise en œuvre en cherchant les aspects prioritaires à notre contexte, parce que là on a un contexte mondial maintenant. On a un contexte mondial où il y a moins de liquidités qui venaient de l'aide. Donc maintenant, on sait qu'on n'aura plus d'aide, et c'est une bonne nouvelle, mais ça va faire mal. Ça va nous obliger à nous organiser. Ça va nous obliger, mais on sait maintenant que se concentrer sur l'aide au public développement n'est pas la solution. Il faut chercher le capital, et ce capital, il faut
aller le chercher dans les banques, dans les fonds de pension, en utilisant des plateformes comme celle de Félix. Okay? Mais je pense qu'il faut aller encore un petit peu au-delà, en plus de l'innovation. C'est qu'on ne peut pas laisser le développement des PME à cet aspect du marché. Parce qu'il y a encore des fondamentalistes sur ça qui disent que peut-être tu n'as pas besoin de donner de coups de pouce venant de l'État et qu'il faut laisser le marché jouer son rôle. Je pense que ce serait une erreur. Il faut une certaine ingénierie sociale dans le pays pour appuyer les PME. Et ça donnera l'impression pour certains acteurs que nous sommes en train de choisir les winners. Donc je pense que ça vient du fait que l'État continue à être un élément important dans le pays, dans l'activité économique. Donc il faudra qu'on donne une certaine préférence à ces PME de nos pays. Et ça donnera l'occasion pour certains des acteurs de dire que nous ne sommes pas en train de créer un marché compétitif. Mais cet avantage comparatif que nous avons dans nos pays demandera de mettre en place une certaine préférence. Et cette préférence devrait être transparente. Absolument. On va y revenir. Parce que c'est un point qui est important. Ce sont les obstacles que nous avons pour lesquels nous devons pousser un peu plus l'enveloppe pour trouver des solutions à notre contexte. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, M. Félix Amécouvé. Quel est le rôle concret des marchés financiers dans la montée en puissance des PME? Là, on l'a vu, on a dit les problématiques, on les a identifiées. On sait aujourd'hui ce qui freine l'ascension et le développement de nos PME. Paolo dit on pêche dans l'exécution, dans la mise en œuvre, dans le suivi. Quel est le rôle des marchés financiers? Merci très rapidement pour revenir à la première question. Je pense qu'il y a fondamentalement 3 freins qui font qu'on n'arrive pas à accompagner sérieusement le développement des PME dans nos pays. Le premier frein, c'est l'absence d'un cadre stratégique et cohérent mis en place par les États pour faire des PME les véritables moteurs de la croissance. Il y a des actions isolées qu'on retrouve dans plusieurs pays de façon disparate, mais il faut plus de cohérence et plus de stratégie derrière cela. Et cela doit être doublé aussi d'un cadre de concertation vrai entre les PME et le secteur public, qui doit être à leur écoute et vraiment apporter des solutions concrètes à leurs difficultés. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est qu'on n'utilise pas les leviers qui ont fait leur preuve à travers le monde. On utilise quelques leviers, mais qui ne donnent pas de résultats. Je pense qu'il faut aller plus loin avec des leviers assez concrets pour y arriver. Troisième frein, on ne met pas suffisamment l'accent sur le développement des talents. Or, c'est fondamental. C'est l'un des freins au développement des PME dans tous les pays. Et je crois qu'il faut vraiment y travailler. Maintenant, le rôle que nous on joue, j'ai l'habitude de dire que la bourse est quasiment le dernier étage du financement des entreprises. Donc, il faut que nous, on soit prêts, organisés, structurés, pour que les PME qui passent les principales étapes du financement bancaire, du private equity, viennent à un moment donné à la bourse. Ça, c'est le cheminement normal que l'on voit dans les différents pays. Mais on peut court-circuiter ce cheminement en créant des conditions favorables à ce que les PME arrivent directement, même les start-up, arrivent directement à la bourse. Mais pour cela, il n'y a pas beaucoup de secrets. Les mesures d'incitation sont indispensables pour les accompagner. Nous, on a fait l'expérience, on a sélectionné 30 PME dans le mois. On a passé 3 ans, on a dépensé plus de 200 millions de francs CFA pour les former, les préparer. Mais elles ne sont pas venues à la porte de la BRR. Tout simplement parce que, malgré leur volonté,
il n'y avait pas suffisamment d'incitation à ce qu'elles viennent sur le marché. Donc je crois qu'il faut que nous puissions regarder sérieusement cette question d'incitation, d'accompagnement des PME à lever des capitaux à long terme. Deuxième chose, on pense souvent à l'offre en se disant, bon, les PME ont besoin d'argent, il faut les amener sur le marché, mais on ne pense pas assez à qui va investir dans les actions des PME. Mais ça aussi, il faut regarder. Est-ce que nous avons des investisseurs qui sont prêts à donner leur argent à long terme aux PME? Si on ne les a pas, il faut les créer, il faut les accompagner. Je pense que ça, c'est les conditions que nous devons mettre en place pour que les PME se développent davantage dans notre région. Absolument. Merci beaucoup. Monsieur Fassia, est-ce que vous voulez rajouter un point pour introduire déjà cette question de pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, permettez-moi déjà de féliciter Didier, parce que depuis une dizaine d'années, il travaille, a montré, il a démontré que les PME ont un rôle fondamental à jouer dans notre environnement économique. Vous savez, il ne s'agit pas pour l'Afrique d'inventer le fil à couper de beurre. Il suffit simplement de voir ce qui se passe ailleurs. Lorsqu'on prend par exemple dans les pays européens, qu'on regarde l'Italie, qu'on regarde l'Allemagne, même l'Espagne, on se rend bien compte que c'est par les PME qu'elles ont développé leur économie, sauf la France qui effectivement s'est reposée sur ces grandes industries pour se développer. Une fois qu'on a établi cela et qu'on a admis l'idée que ce sont les PME qui ont un rôle important à jouer en Afrique, eh bien, il faut y travailler par rapport à l'Afrique. Lorsqu'on parle de l'Afrique, en fait, l'Afrique, elle est multiple. Il y a l'Afrique francophone, il y a l'Afrique anglophone, il y a même l'Afrique lusophone. Donc, si je me réfère essentiellement à l'Afrique anglophone et que je regarde le mode de fonctionnement des PME dans ces pays-là, eh bien, on se rend compte que leur système juridique est basé sur des modèles anglo-saxons beaucoup plus flexibles, contrairement au système francophone où il est basé sur un système napoléonien beaucoup plus rigide et qui n'est pas favorable à l'entrepreneuriat. Lorsqu'on prend les pays anglophones, on voit bien que c'est leur culture d'entrepreneuriat. Il y a des incubateurs qui permettent de promouvoir l'entrepreneuriat et dans le même temps, dans les pays francophones, on a le sentiment que être entrepreneur, c'est presque lorsque vous n'avez rien d'autre à faire, vous n'avez pas été embauché, alors que n'est pas entrepreneur qui veut. Des gens disent même qu'il faut avoir un côté un peu suicidaire pour être entrepreneur. Je confirme, on en a quelques-uns là. Alors, une fois que tout cela est établi, ça fait 30 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, permettez-moi de dire qu'il n'y a qu'une seule condition. Il y a une seule condition qui permet véritablement de faire des PME le moteur à partir duquel on va développer la croissance économique. Cette condition, pour moi, c'est la volonté politique. Je ne crois pas qu'il y ait deux conditions qui varient par rapport à ça. Et lorsque je parle de volonté politique, permettez-moi de parler de ce que je vois, de ce que je connais. En venant ici, par exemple, je me suis rendu compte que devant les artères, tous les motocyclistes portaient des casques. Toutes les voitures respectaient le code de la route. C'est du fait de la volonté politique. Absolument. Lorsque, par exemple, l'État béninois décide de faire en sorte que dans nos écoles, la plupart des enfants vont manger gratuitement, c'est du fait de la volonté politique. Lorsque M. Gambès, ici présent, au travers de la zone de Blodibé, décide de transformer nos produits agricoles, ça relève de la volonté politique. Ce qui veut dire que, rassurez-vous madame, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, je suis chauffeur-livreur, je le suis en pensée, en parole, même par omission je le suis. Mais c'est la preuve que, du fait de la volonté politique, on peut faire des choses. Mais une fois que cela est établi, il faut que les pouvoirs publics mettent en place les règles qui vont permettre de sécuriser les PME. Vous savez, pour 10 PME, c'est de l'investissement. Pour investir, il faut que l'environnement soit sécurisé. Et une fois qu'on a sécurisé, on peut investir. Et après, comme l'a dit Félix, il y a les hommes. Qui talent mieux que les hommes peuvent animer le secteur privé des PME. Et en la matière, nous devons procéder de la façon la plus agnostique possible, c'est-à-dire aller chercher les talents partout où ils sont. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, même verts métallisés, il faut les prendre parce qu'ils ont du potentiel. Et ces talents, il faut les prendre aussi bien à l'étranger que dans la diaspora béninoise. Et puis ensuite, il y a notre capacité à pouvoir assurer la rétention des talents locaux. Et ça revient encore à ce qu'a dit Félix, eh bien il faut mettre en place la formation et faire en sorte que les modules de formation de nos enfants au sorti du baccalauréat
soient des formations qui les orientent vers des filières de la création de la richesse, plutôt qu'ils aillent vers les filières de la transformation de la richesse. En matière de financement, enfin, je ne suis pas outillé là-dessus, je pense qu'il y a des gens bien plus outillés que moi pour en parler, mais ce que je sais, pour avoir 30 ans d'expérience, je crois fondamentalement au capital patient. Parce que je reste persuadé que c'est le seul modèle de capital qui permet à l'entrepreneur de continuer à exister lorsqu'il a tout perdu. Ouais. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. En préparant ce panel, cette discussion, j'ai entendu une réflexion que je vous partage. Les PME africaines n'ont pas besoin de compassion. Elles ont besoin de conditions pour grandir. Ça rejoint un peu ce que vous dites sur le climat des affaires, sur l'État qui s'engage et qui prend des décisions fortes et fermes. Je me tourne vers toi, Paolo. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, de ta perspective, nous dire concrètement, une fois qu'on a dit tout ça, quelles sont selon toi les premières mesures que nous pourrions prendre? Je pense qu'on a eu des pistes très intéressantes de la part du directeur général de la BRVM aussi, qui parle de 3 points. Quelles sont selon toi les actions clés que nous devrions mettre en œuvre rapidement pour passer dans la mise en œuvre effective de ces actions indispensables à la construction de PME fortes? C'est un cadre cohérent, en fait. Et je pense pas qu'il faut uniquement avoir 1 ou 2 actions et qui permettent de déclencher toute la chaîne. Je pense que la question sur la volonté politique est importante parce que même si elle ne déclenche pas tous les autres éléments de la chaîne, elle fait partie du prolongement de ce que Bio Tchane disait tout à l'heure par rapport au cadre favorable. Parce qu'effectivement, si tu as tout un environnement de problèmes macroéconomiques, de problèmes de réserve, de problèmes de taux d'intérêt, d'arriérés d'État, tu tues tout l'effort que les PME sont en train de faire. Donc sur ce point-là, on est d'accord. Alors, je pense que c'est contextualiser d'abord la mise en œuvre. Parce que la mise en œuvre en Guinée-Bissau, chez moi, n'est peut-être pas exactement la même mise en œuvre au Bénin ou en Gambie. Donc je dirais qu'il faut regarder le contexte du pays, regarder les avantages comparatifs du pays et cette volonté politique, que Régis disait tout à l'heure, doit regarder qu'est-ce qui est important dans l'économie du pays en ce moment et quel est cet aspect comparatif. Et de immédiatement placer les PME dans cet avantage comparatif avec l'État jouant un rôle d'une façon transparente. Je vais donner un exemple. Si, à un moment donné, la question, je dirais, de la défense, prenons quelque chose qui n'est même pas évident, de la défense, où il est important que le pays s'équipe, organise sa défense et sa sécurité. Est-ce que c'est possible d'insérer les quelques PME de pays dans cette préoccupation de la défense de l'État? Okay? Et c'est là où la commande peut venir. Qu'elle puisse participer à la chaîne de valeur. Est-ce que ça serait acceptable que l'État dise « j'aurais besoin dans les 5 ans d'un certain nombre de voitures, d'un certain nombre d'uniformes, d'un certain nombre d'équipements et de services, et est-ce que je peux placer les PME de mon pays pour qu'ils en bénéficient ?» Donc c'est une volonté politique que dans le passé, même dans les institutions de Bretton Woods, ou lesquelles j'ai participé, on aurait dit non, il faut laisser ça, que le marché s'en occupe. N'essayez pas d'aller dans un processus de picking the winner. Donc je pense que maintenant, avec le coup de pied dans la fourmilière, les États doivent défendre leurs intérêts et autres. On a compris. On a compris. Donc regardez le compte. Il faut cette volonté politique, il faut le mettre avec l'avantage comparatif. Et comment on s'insère maintenant dans un domaine régional, c'est là où les innovations doivent venir. Qu'est-ce que Félix doit faire, par exemple, ou pourrait faire pour que des véhicules soient créés. Je veux peut-être rajouter une chose. Le prix Nobel d'économie de cette année, l'année dernière, qui est d'origine turque, il a gagné le prix Nobel basant sur le fait que dans le monde, dans une économie, il faut créer des institutions. Alors il y a des institutions publiques et il
part du principe donc, que ces institutions publiques sont les drivers de la croissance et du développement. Je pense que les institutions dans lequel nous parlons, ce sont purement les entreprises. Et il faut qu'on change cet aspect dans les pays francophones où on prend plus de temps pour créer une entreprise. Laissons les entreprises exister, même si il faut qu'on ne leur demande pas de capital de démarrage. Mais c'est comme ça qu'au sein des universités, des jeunes vont créer des entreprises, vont se tromper, vont commettre des erreurs, mais au moins ils auront une entité sur laquelle s'organiser pour apporter les talents, les idées et d'avancer. Donc je pense que c'est un ensemble cohérent qu'il faut mettre en même temps en fonction du contexte dans le pays dans lequel ce programme est mis en œuvre et aussi quel genre d'État capable et intelligent tu as besoin d'avoir pour le mettre en place. Et dans le fait d'avoir un État intelligent, il y a aussi le pouvoir de la data dont on parlait, et où tu disais qu'effectivement, dans le fait d'avoir un État intelligent, il y a être plus efficace. On pourra peut-être en reparler si on a du temps. Alors je me tourne vers vous. Vous avez parlé tout à l'heure de notre génération de PME et surtout de réorientation vers des secteurs stratégiques. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là? Je pense que on a aujourd'hui un certain nombre de PME qui sont développées par la volonté de leur propre fondateur et peuvent gagner de l'argent. Mais dans un État, il faut qu'à un moment donné, de façon très stratégique, on identifie des secteurs dans la valeur de la richesse et on cherche à créer des PME dans ces secteurs-là. Et c'est de ça que je voudrais parler. Et une fois qu'on arrive à ça que je voudrais parler, et une fois qu'on arrive à faire ça, on aura une nouvelle génération de PME, et c'est mon souhait, qui seront les grandes entreprises de demain de notre continent ou de notre sous-région. Et comme je l'ai dit, ça commence en amont dans les centres de formation et dans les universités. J'ai eu l'occasion l'année dernière de discuter avec le président du Nasdaq. Vous savez, c'est la deuxième bourse mondiale, c'est la bourse qui est vraiment au top niveau, qui accueille les PME, les startups aux États-Unis. Et je lui disais, mais bravo, vous arrivez à attirer plus de 100 entreprises par année. Il m'a dit non, que ce n'est pas le Nasdaq. Que les PME que nous voyons au Nasdaq, maintenant, sont nées il y a 10 ans, 20 ans, dans les cités universitaires. Qu'il a eu la chance de visiter les cités universitaires dans les plus grands États américains. Et c'est dans les chambres des étudiants qu'ils voient les idées écrites sur des tableaux sur les murs, des PME qu'ils vont créer dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc je pense que c'est un changement de paradigme. Ne pensons pas que les PME vont sortir comme ça, je dirais de façon informelle, mais il faut les préparer en amont. Et c'est de ça que je voudrais parler. Et les États doivent être très attentifs à cela. D'où vient l'innovation? D'où viennent les futurs entrepreneurs? Et il faut aller les chercher, les accompagner depuis, je dirais, cette phase d'émergence avant de les accueillir plus tard. Je dis que le rôle de l'État est extrêmement important. C'est vrai, on est dans des économies totalement libérales, on veut bien qu'il y ait de la compétition, mais il faut créer des cadres favorables, ne serait-ce que quelques années. Vous savez, on a vu l'évolution dans le monde, quand il y a besoin d'être protectionniste, quand il y a besoin de protéger, on sait l'être. Donc je pense que pour nous aussi, il faut qu'on arrive à vraiment trouver les moyens de pousser nos PME, de les pousser sérieusement. Et je voudrais en tout cas partager avec vous quelques, je dirais, actions concrètes que les États peuvent entreprendre avant de parler des marchés de capitaux. Les États doivent accepter que chaque année dans les budgets des États,
il y ait à travers la création d'un fonds d'accompagnement des PME la possibilité de subventionner, d'aider des PME à se développer avec, dès le départ, le risque de perdre, par exemple, 50% des fonds alloués chaque année. Il faut l'accepter. Et que les États mettent ces ressources-là à la disposition des PME. Il faut des fonds d'accompagnement à l'exportation. Parce que ces PME se développent, il faut les aider à sortir des territoires nationaux. Mais pour cela, il faut les aider. Si d'aventure ils doivent aller quelque part où ils n'ont pas d'avantage, il faut compenser. Il faut compenser. Donc ça, c'est des mesures concrètes qu'on a vues fonctionner dans plusieurs pays. Et dont on peut s'inspirer. Dont on peut s'inspirer. Sur le financement bancaire, ne nous trompons pas. Que ce soit dans l'OCDE ou dans plusieurs pays africains, 86%, 80 à 85% du financement des PME provient des banques. Il n'y a que 15% qui provient ou du private equity ou des marchés de capitaux. Donc, jusqu'à présent, je parle des pays comme le Canada, etc. Oui. Donc, on ne sera pas si révolutionnaire que ça. On va forcément continuer à avoir environ 80% du financement des PME qui va provenir des banques. Mais alors, à partir de ce moment, il faut prendre des mesures concrètes au niveau des banques, enfin, des mesures qui vont fonctionner mieux que ce qu'on a jusqu'à présent. Et l'exemple le plus parlant qu'on a devant nous, c'est le Maroc. En début d'année, le Maroc a encore pris une mesure pour que le refinancement des crédits accordés aux PME se fasse à un taux plus favorable que le refinancement des crédits accordés aux grandes entreprises. Ça, c'est des mesures concrètes qui boostent le financement des PME par les banques. Oui, qui les encouragent à les financer. Le private equity, le venture capital, il faut qu'on crée les conditions de leur développement. Vous regardez sur le continent et particulièrement dans les pays francophones, on a reculé de 20% l'année dernière en termes de fonds alloués au private equity. Mais comment voulez-vous que les PME puissent ouvrir leur capital sans avoir, je dirais, un accompagnement de ce type-là? Et enfin, au niveau de la bourse, nous, on a créé le cadre, on peut l'améliorer, mais il faut créer les conditions pour que les PME viennent. Défiscalisation éventuellement, création de plans d'épargne action PME, comme on l'a vu en France ou dans d'autres régions du monde, qui ont fait que les gens ont pu avoir les moyens de pouvoir accompagner les PME dans leur développement à long terme. Voilà un peu les quelques mesures que je voudrais évoquer. Merci beaucoup. Très précieux. Si on veut des champions, il faut d'abord leur construire un terrain de jeu équitable. Je me tourne vers vous parce que vous êtes entrepreneur, vous avez 30 ans d'expérience. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, dans cette compétition, dans ce jeu mondial, comment les entreprises béninoises parviennent à tirer leur épingle du jeu. On a parlé de la nécessité tout à l'heure aussi de favoriser. Paolo disait tout à l'heure, il faut quand même avoir une forme de préférence un peu nationale pour encourager les entreprises nationales à se développer, à se structurer. Je crois que tu aurais aussi un exemple peut-être à nous partager sur ce programme dont tu m'as parlé, où justement concrètement on a dit on va mettre à disposition des gérants pour ces entreprises et les aider vraiment à se structurer, à mieux s'organiser pour être plus compétitives. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Alors déjà je voudrais remercier Félix et Paolo parce qu'ils ne sont pas du secteur privé pour que je sache, mais j'ai le sentiment qu'ils ont une connaissance extrêmement importante, je dirais, de la problématique. Et lorsque je les écoute, j'ai le sentiment d'être en train de parler avec des collègues. Et ils ont évoqué tous les deux la même problématique, la volonté politique. Et par rapport à cela, eh bien, pour promouvoir l'entrepreneuriat dans nos pays, il faut véritablement faire en sorte que l'ensemble des mécanismes qui vont permettre cela soient dessinés par les pouvoirs publics. Vous avez parlé de champions. C'est un thème que Didier et moi, nous partageons ensemble depuis de très très longues années. C'est quoi un champion? Un champion, c'est un entrepreneur qui, dans un domaine bien précis, a décidé de se développer. Moi, je suis dans la logistique, dans le transport express.
Ce qui veut dire que si je veux être champion dans mon domaine, ça veut dire qu'il faut que je puisse assurer pour l'ensemble des entreprises de la place tout ce qui est logistique, tout ce qui est transport. Mais pour cela, il faut aussi que l'État m'accompagne. Si demain, l'État béninois décide de faire en sorte que Top Chrono puisse devenir l'entreprise de référence dans ce domaine, je vais y arriver. Et c'est parce que... C'est pas déjà le cas. Enfin, le ministre d'État est pas loin. Savez, non, il est parti. Non, mais l'avantage avec le ministre d'État, c'est que ça fait 50 ans qu'il me connaît, donc il m'a toujours porté. Vous savez, je reste persuadé que l'État a un rôle fondamental à jouer. Je donnerai un petit exemple. Vous savez, une fois j'ai suivi dans une télévision française, à l'époque c'était François Hollande qui était le président, et allait visiter une entreprise, une petite entreprise, une PME. Et pendant la visite, le chef d'entreprise a fait un faux pas et il est tombé. Et quand il est tombé, François Hollande va le récupérer par terre, et le monsieur qui fait « Mais non, pas vous, monsieur le président ». Et il lui répond « L'État a toujours porté main forte au secteur privé ». Mais c'est ça la réalité. Absolument. Il faut que l'État prête main forte au secteur privé. Et si vous voulez qu'il y ait des champions, aussi bien au Bénin, au Togo, n'importe où, il faut porter main forte. Mais ne vous y trompez pas. Ne croyons pas que ce sont les grandes firmes nationales qui vont développer nos pays. Moi, je suis dans un secteur qu'on appelle la logistique. J'ai des concurrents qui sont installés depuis 50 ans. Mais ce que je note, et permettez-moi de vous le dire, c'est que moi, j'ai eu le temps de venir m'installer. J'ai construit un siège en plein cœur de la ville. Mes concurrents qui sont des multinationales sont en location. C'est ça la réalité des multinationales. C'est pour cela que l'État doit toujours prêter main forte aux champions et faire en sorte que leur activité puisse se pérenniser dans notre environnement économique de façon à ce que ça puisse permettre à nos concitoyens d'avoir un mieux-être, de créer de la richesse et de l'emploi. Absolument. Et surtout dans les secteurs les plus stratégiques, vous disiez tout à l'heure, il faut les identifier et accompagner, inciter les entreprises à y aller. Il nous reste combien de temps? Je ne sais pas où est le MC. Comme voilà. Est-ce qu'on a du temps un petit peu pour quelques questions? Mais avant ça, je voudrais qu'on revienne sur le sujet de ce conclave stratégique. C'est le pacte. Et donc, je me tourne vers toi, Paolo. Au-delà du commentaire que je t'invitais à faire tout à l'heure et de ce partage d'expérience, comment est-ce que le pacte peut devenir un outil de souveraineté économique et d'intégration africaine, d'après toi? Ce pacte-là, comment, si on devait le dessiner et avoir un crayon, comment tu le verrais? D'abord, il a 10 ans d'expérience. Tu vois, il y a 10 ans où Didier nous met ensemble avec les erreurs et les réussites. Donc, on a 10 ans de data, de données que nous avons. Deuxièmement, on doit quand même spécialiser le pacte. Okay? Puisque, comme on a dit tout au début, tout a été écrit, tous ces rapports existent, tout a été dit. On sait. On sait. Ouais. Donc, en se spécialisant et essayant de se focaliser sur 3 ou 4 éléments importants, pourrait permettre donc de ne pas disperser le pacte. Donc, il faudra, dans ce qui a été dit ou ce qui a été dit toute la journée, de voir les 2 ou 3 choses sur lesquelles on veut concentrer le pacte. Ça ne veut pas dire qu'on va ignorer les autres. Mais c'est les priorités. Mais c'est les priorités. Okay? Donc, si on part du principe que ce n'est pas seulement une question de financement, parce qu'en grande partie, dans les 10 ans qu'on a travaillé avec Didier, on a beaucoup mis l'accent sur le financement. C'est lui qui nous ramenait un peu sur la question des talents et de la compétence qui est nécessaire. Ouais. Mais par défaut professionnel, on s'est beaucoup concentré sur le financement. Donc, est-ce qu'il y a 2 ou 3 autres aspects, en dehors de la question du talent et du financement, sur lesquels on doit concentrer le pacte? Et je pense que ces aspects de la compétition, l'avantage comparatif, devrait être ramené un peu plus, dans le contexte de chaque pays, pour que l'État, avec sa volonté politique, puisse jouer un rôle. On a besoin, pour accélérer cette création des PME, du rôle de l'État, mais un État, encore une fois, capable, intelligent et transparent. Parce qu'il y a les grands risques, comme disait Régis tout à l'heure. Parce que quand tu décides de choisir un winner, il y a des grands risques.
quand la gouvernance dans le pays n'est pas... Parce que je vais tout faire pour favoriser la boîte de mon cousin ou la boîte de quelqu'un qui est de mon ethnie. C'est ce qu'il faut éviter. Culturels qu'on n'a pas, on n'en parle pas en public, mais on a ce problème. Ça fait partie des réalités. On a des ajustements culturels à faire dans nos pays et on n'en parle pas. On n'en parle pas dans les institutions de Bretton Woods parce qu'ils ne comprennent pas. Mais c'est des aspects que je pense parfois calent la gouvernance. Je vais donner l'exemple quand on était impliqué dans la création d'Askai, par exemple. Okay, donc, dans la création d'Askai, le patriarche John Doe, voilà, avec son expérience qu'il a eue avec EcoBank, il a dit, bon, réfléchissons un peu pour les aspects culturels et de management qui nous ont empêchés avec Air Afrique de fonctionner. Okay? Et dans la salle, dans le groupe de travail, il y en avait qui ne voulaient pas parler des aspects de gouvernance. Il y avait un grand problème de gouvernance. Et pas un problème de gouvernance seulement au niveau du dirigeant maximal de Air Afrique, mais il y avait des aspects culturels à l'intérieur, qui sont liés un peu aux nationaux. Moi, je suis tchadien, je fais tout pour un tchadien. Et même si je suis tchadien, j'essaie de voir quelqu'un de mon ethnie dans donc il y avait ce problème-là qui était les non-dits. Et on a un peu blindé ces aspects-là en cherchant une entité qui avait pu maîtriser ces aspects au cours du temps. C'est-à-dire le partenariat avec Ethiopian. Donc il y avait cette capacité déjà depuis 1944 de gérer une compagnie aérienne. Et donc on a ramené ça dans ce partenariat. Donc la question de la capacité et du talent, je pense qu'il faudra renforcer ça et aller un petit peu plus en détail dans le pacte. Et ça nous aidera donc à focaliser le pacte sur les 10 ans avec les aspects prioritaires et davantage comparatifs et de filière. Davantage comparatifs peut-être avec Félix, c'est de voir comment on s'entend sur les aspects comparatifs. Est-ce que c'est des questions de secteur ou c'est des questions de compétences liées à une gestion du secteur. Pour donner encore l'exemple, mais si on s'entend que la question de la sécurité de nos pays est importante dans les 10 ans à venir et pour lequel l'État doit mettre de l'argent, cette chaîne de valeur de la sécurité. Et quels sont, c'est-à-dire le carburant, pourquoi je ne le donnerais pas à des PME de mon pays au lieu que je le donne, sans avoir un truc, à rouler dans le système. Et donc, si on va plus en détail, on verra des opportunités d'affaires qui peuvent être données, entre guillemets, à des PME dans nos pays et devenue une question de sécurité nationale. On va avoir des révolutions les unes après les autres. Absolument. Donc évitons l'implosion. Donnons-nous les moyens de créer. Juste vers vous pour une dernière question, puisqu'on arrive au terme de ce panel, de cette session d'échange. On a beaucoup parlé d'avoir des champions nationaux. On a parlé de la nécessité. Mais quid finalement des interactions, que vous êtes une institution régionale, favorisée ME, valables, qui sont capables de proposer des... Merci. C'est justement l'idée d'un pacte qui va sortir de ce conclave et être porté. Et quand on parle de pacte, il faut des signataires ou à tout le moins des personnes engagées. Et je pense que nous devons faire porter ce pacte par un des chefs d'État africains qui est aligné sur cette vision du développement du secteur privé et du rôle des PME. Et naturellement, associé à la dynamique d'appropriation du pacte par toutes les parties prenantes, les acteurs majeurs du secteur privé. Et je pense qu'en faisant ça, et en prenant le temps de parler du pacte, de sensibiliser tous les acteurs autour des problématiques majeures que nous aurons identifiées dans le pacte, nous pourrons arriver à en sortir quelque chose. Parce que si nous sortons d'ici, avec juste nos réflexions, sans trouver les moyens de les faire porter et de les vulgariser, on n'aura pas fait grand-chose. Et pour moi,
en étant dans ce système régional depuis plus de 20 ans, vous ne pouvez pas aller plus loin si vos idées ne sont pas portées au plus haut niveau par une autorité et qui contribue à les mettre en œuvre. Je pense que c'est un point aussi qui me tient particulièrement à cœur, c'est que l'on pense de plus en plus à construire un véritable écosystème autour des PME ou de ces nouvelles PME que nous voulons promouvoir. Parce que, en réalité, quand vous regardez dans la plupart des pays, quand les gens veulent investir dans une entreprise et dans une PME, ils ne regardent pas que la PME. Ils regardent autour de la PME quels sont les juristes, les experts comptables, les banques d'affaires, qui sont ceux qui gravitent autour du secteur privé et qui donnent confiance aux investisseurs. Et ça, on l'ignore souvent dans notre environnement. On prend les PME de façon isolée et puis on dit, bon, ils n'ont qu'à se débrouiller pour pouvoir aller trouver du financement sans construire dans la durée cet écosystème-là. Et c'est le seul moyen de pouvoir inspirer confiance aux investisseurs régionaux et internationaux. Donc je plaide aussi à ce que nous puissions associer de plus en plus à nos réflexions des juristes, des avocats d'affaires, des notaires, des experts comptables, des banques d'affaires, pour qu'on voit tout un écosystème qui est favorable au développement du secteur privé. Très bien, merci beaucoup. Dernière question à vous. S'il devait y avoir qu'une seule priorité, un seul conseil, une recommandation qui vous semble être importante à inscrire dans ce pacte 2025-2035 pour les PME africaines, laquelle serait-ce? Alors, quelle serait cette on va priorité? contextualiser les choses. Vous savez, on vit dans un environnement où il y a des zones, je dirais, régionales. On prend la CEDEAO par exemple, on prend l'Union africaine et d'autres environnements au niveau de l'Afrique. Lorsqu'on parle de champions par exemple, on parle dans le domaine des services. Tout à l'heure, Paulo a parlé de Askai. Pourquoi est-ce que Askai fonctionne? Parce que Askai est une prestation de services qui est réglementée par des instances internationales. Lorsque je regarde d'autres champions africains, je prends l'exemple de mon collègue Idrissa Nassa, Coris Group. Ça fonctionne parce que c'est la BCEAO qui régule. Lorsqu'on regarde en Côte d'Ivoire, on prend le doyen Diagou avec NCA, ça fonctionne parce que tout ça fait partie, je dirais, de la régulation de la BCEAO. Mais si, demain, je décide de vendre des noix de cajou entre le Bénin et le Togo, au niveau de la frontière du Togo, je suis bloqué. Oui. Alors que les textes qui régissent le mode de fonctionnement entre le Bénin et le Togo stipulent clairement la liberté des biens et des services. Ce qui veut dire que les différentes règles que nous mettons nous-mêmes en place, on ne les respecte pas. Et je pense que s'il y a une recommandation à faire au travers de ce pacte, c'est d'abord de respecter les engagements que nous prenons. Vous savez, bien avant Pierre Perfitte, Napoléon Bonaparte a dit de la Chine ceci: lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Et je pense que Napoléon a oublié de rajouter que lorsque l'Afrique prendra conscience de son potentiel économique, le monde ne tremblera pas, mais c'est tout le cours de l'histoire qui va changer de cap. Absolument, merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Joël Éric, en termes de timing, on est comment? Oui, super, parfait. Donc, on l'a dit, ça fait 10 ans qu'on en parle. Il est temps maintenant de passer à l'action, d'agir, d'investir, de transformer. Les outils existent, il y a une vraie volonté qui s'exprime, on le voit à travers vos différentes interventions. Ce qui manque, c'est l'alignement, ce qui manque, c'est l'exécution. Ce qui manque également, c'est surtout cette cohérence continentale et ce portage dont M. Amenouvé a parlé. Ce pacte, c'est aussi une opportunité unique d'unir enfin nos efforts, d'institutionnaliser notre ambition, de la formaliser pour entrer dans une nouvelle décennie de transformation. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être... On peut prendre une question? Super, génial, je suis sûre qu'il y en a. Alors, il y a le monsieur qui est à la table devant. On vous écoute. Je ne sais pas si on peut lui faire porter un micro, s'il vous plaît. Je veux bien lui donner le mien.
Merci. Je fais tout dans cette maison, c'est pas possible. Voilà. Si vous pouvez juste... Merci. Si on ne t'avait pas, qu'est-ce qu'on ferait, Didier? On ferait comment? Merci Si vous beaucoup. voulez juste bien vous présenter, votre nom, votre prénom et la structure que vous représentez, et votre Merci. question. Merci. Je suis Arsène Dansou, directeur général de la BIIC. Mon intervention, c'est moins une question, c'est plutôt un commentaire, un plaidoyer. Nous sommes dans un conclave et je pense qu'il y a un acteur cardinal qui manque. Le régulateur. Parce que quand Régis parlait tout à l'heure de volonté politique, ce n'est pas que l'État. Il y a un acteur prédominant qui est le régulateur. Je parle en tant que banquier. Nous avons besoin de réinventer nos solutions d'accompagnement des PME. Lorsque j'accompagne une PME qui a comme seul actif ses équipements que j'ai financés et que je ne peux même pas considérer comme garantie, il y a un problème. Lorsque j'ai une PME à qui je ne peux pas appliquer des taux différenciés parce que derrière j'ai un mécanisme de refinancement qui est adressé au financement accordé aux PME, il y a un problème à regarder, il y a quelque chose à creuser. Lorsque je n'ai que des jeunes en face qui sortent de l'école avec de belles idées et qui n'ont pas d'accompagnement, ils n'ont pas d'expérience, parce qu'on entend souvent dire pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, on encourage des jeunes sortis d'école à créer des entreprises. Félix disait tout à l'heure qu'il faut encourager la création des PME dans les universités. On oublie de dire que dans nos universités, on a des jeunes qui arrivent au master et qui n'ont jamais fait de CV de leur vie. Ils n'ont jamais fait de stage de leur vie. Lorsque je ne sais pas ce qu'endure une entreprise, ce que ça coûte de gérer, de manager une équipe, ne serait-ce que de 2 personnes, de manager un respect de calendrier de paiement, je ne peux pas être un entrepreneur, une PME qu'on peut accompagner. Donc, à côté des régulateurs, il faut que les États encouragent, comme ça se fait en Europe, le passage des jeunes en entreprise avant de les pousser vers la création d'entreprises. Et que les acteurs ou les outils qui sont mis en place par les États ne viennent pas piétiner les acteurs existants. Que chacun puisse jouer son rôle. La DPME, ce n'est pas un outil de financement, parce que la régulation bancaire dit, pour être un acteur de financement, il faut en avoir les accréditations. Absolument. La DPME doit être un outil de facilitation, mais pas de financement. Si tous les jeunes vont vers la DPME ou vers n'importe quel autre guichet en se disant que je vais avoir du financement ou je vais participer à des concours de business plan, on n'y arrivera pas. Merci. Merci à vous, monsieur le directeur général. On va prendre une toute dernière question. Merci pour cette longue question. Il y en a 2. C'est une contribution. Merci beaucoup. Ouais, je voudrais compléter la contribution du DG. Effectivement, il manque cet acteur-là qui est le régulateur. Mais pourquoi il manque? Alors, Léon Siassé, NCA Bank, Côte d'Ivoire. Cet acteur, il est important pour assurer un parfait alignement entre la volonté politique qu'on professe à longueur de discours pour dire il faut faire de la PME notre priorité, donc aligner cette volonté politique avec le cadre réglementaire dans lequel évoluent les acteurs qui doivent financer et accompagner ces PME. Aujourd'hui, si on regarde ce qui est fait en termes d'initiatives politiques, gouvernementales et ce que contiennent nos réglementations, on n'aboutit pas à cet alignement-là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les ambitions qui sont annoncées ne se transforment pas en résultats concrets, parce que nous avons un certain nombre de freins. Mais ces freins s'expliquent par le fait que la réglementation que nous appliquons dans notre zone, fortement inspirée de réglementations issues de zones beaucoup plus développées que les nôtres, en avance par rapport aux nôtres, cette réglementation n'est pas adaptée à nos réalités. Donc ça, je soutiens pleinement ce qui vient d'être dit. L'autre élément, pour rejoindre ce que M. Amenouvé a dit, je voudrais donner un exemple. Chez NCA Bank Côte d'Ivoire, depuis 5 ans, on a signé une convention avec l'Ordre des experts comptables, avec la Chambre des notaires
et on est en train de faire la même chose avec l'ordre des avocats. Pourquoi? Parce que le ministre d'État indiquait tout à l'heure, il faut être là à la naissance des PME, il faut les accompagner, les développer pour qu'elles restent en vie, pas pour qu'elles meurent. Mais qui sont les acteurs qui sont là au moment de la naissance des PME? Ce sont les professionnels du droit ou du chiffre. Donc, ils sont en mesure de référencer les PME de qualité à financer. Ils sont en mesure de les aider en matière de montée en compétence des dirigeants et d'adoption de bonnes pratiques de gouvernance. Et puis, on oublie souvent de dire que dans ces corporations, il y a des PME. Les cabinets d'expertise comptable, les cabinets d'avocats, les cabinets de notaires, c'est rien d'autre que des PME qu'on oublie souvent d'accompagner. Donc, ce sont des acteurs qu'il faut associer à ce type d'initiative parce que ce sont des prescripteurs des conseils de PME, mais parce que aussi ce sont des PME. Absolument. Et on a besoin de leur intervention parce que les éléments sur lesquels nous nous basons pour prendre les décisions de financement, d'accompagnement des PME, bien souvent, émanent de leur cabinet. Très bien, donc créer et favoriser l'éclosion de cet écosystème qui accompagne. Joël-Éric, oui. Je vois une main qui se lève. Je voulais qu'on fasse la conclusion de ce panel. Pour enchaîner, je crois que c'est la pause café juste après? Non. C'est une autre session. Oui, là on reste en conclave, personne ne sort. Personne ne sort, d'accord. Ouais. On prend rapidement la question du monsieur. C'est vraiment une question, hein? Oui, c'est une question et c'est une contribution à la fois. Non. C'est une question. Raman Kouferidi, je dirige un groupe de médias, radio et télévision privée. Ce que je voudrais apporter dans ce débat, c'est interpeller tous les groupes à continuer la réflexion sur le système bancaire et financier que nous avons. Et le directeur général de la BAVM a soulevé une série de situations que nous vivons dans l'espace. Et je pense qu'avec ça, on peut avancer en invitant les organisations du secteur privé à être force de proposition sur le terrain. Parce que la volonté politique, ce n'est pas la capacité intelligente et la complicité du secteur privé à affronter les dirigeants. Puisque les dirigeants qui naissent, c'est aussi les amis et les partenaires du secteur privé. Donc il nous revient d'aller loin dans la réflexion et de savoir que tout ce que nous faisons comme financement dans nos pays, il faut tenir compte du local content, le respect du secteur privé national. C'est un élément important et c'est les responsables aussi des organisations du secteur privé qui peuvent aller en intelligence et en complicité avec les dirigeants pour que nous puissions agir. Voilà ce que je voudrais apporter pour bâtir les champions. Merci bien. Merci à vous pour cette contribution. Il me reste à vous remercier. Je vais laisser la place aux autres intervenants après cette session qui a été riche. On l'a rappelé, le pacte continental pour les PME africaines sera au cœur de nos échanges aujourd'hui et il est pensé comme un cadre stratégique qui se veut collectif. Donc moi, je voulais juste faire une invitation aussi aux participants qui ont fait l'effort d'être là ce matin pour qu'ils n'hésitent pas aussi à partager leurs contributions. Je pense qu'on a beaucoup à gagner à tirer de l'expérience des uns et des autres. Il me reste à vous remercier, messieurs les intervenants, pour vos contributions qui sont précieuses et qui nous donnent un éclairage très clair sur les priorités qu'on peut se fixer autour de ce pacte. Merci à tous et excellente journée. Merci de les applaudir. Une petite photo, s'il vous plaît.